Bienvenue à l'émission À part égale, l'émission de Réseau Parité 1-1 du groupe La Poste. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir parmi nous Laura Hassan. Bonjour Laura. Bonjour. Laura, vous êtes directrice générale d'Epitech. Et avant ça, vous avez été professeure certifiée en sciences industrielles de l'ingénieur en optique, puis directrice pédagogique, directrice de campus à l'ISG, avant de prendre la direction de l'ISEG. Et puis, enfin, de devenir directrice générale d'Epitech, qui est une école d'informatique et de tech. Laura, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que c'est facile d'être une femme dans cette filière, et ces filières plutôt techniques, a priori? Et oui, alors à titre personnel, je vais plutôt répondre par l'affirmatif puisque je ne me considère pas homme ou femme au travail, donc ça c'est un trait de ma personnalité. Voilà, je ne vais pas m'adresser à mes collaborateurs en me disant je suis une femme DG, donc je dois faire attention à comment je dis telle ou telle chose. Par contre, effectivement, quand je dois faire de la représentation, ça peut être une barrière de se considérer femme et de se sentir non légitime, d'avoir ce sentiment d'imposteur. Je ne l'ai pas personnellement, mais oui, pour répondre plus généralement à la question, ça peut être très difficile d'être une femme qui évolue dans le milieu de la tech. Il faut en faire un peu plus que les hommes, vous pensez? Oui, il faut en faire un peu plus. Toujours ce sentiment de devoir travailler plus longtemps, de rester peut-être plus tard, de travailler plus dur sur les dossiers, d'arriver à mettre son nom sur certains dossiers. Oui, c'est ce sentiment de ne pas laisser la place à un homme. Encore une fois, peut-être moins à titre personnel, mais je le vois dans mes équipes et j'essaye justement de valoriser la place de la femme au siège d'Epitech. Vous dites que vous êtes autodidacte en réalité augmentée, réalité virtuelle, c'est quand même des métiers très techniques là aussi, et vous aviez à cœur d'aider vos élèves, notamment en montrant tout l'intérêt de la tech et des mathématiques, et que c'est accessible finalement un peu à tous, à ceux qui se semblent éloignés des mathématiques, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus et pourquoi c'est important pour vous? Oui, bien sûr. En fait, moi, j'ai toujours baigné. Alors, je suis la génération web. Je suis née en 1987. Donc, les premiers sites Internet, c'était pour moi, les premiers modems. Et mon père est entrepreneur, donc j'ai commencé à monter des sites web, tout simplement, pour le système de réservation. Alors, il était coiffeur, donc réservation de son coiffeur, de son brushing, etc. Et donc, en ça, je suis montée vite en autodidacte. Après, je suis devenue professeure et j'ai essayé de mettre à disposition de mes étudiants mes capacités à coder. Alors, ça n'allait pas forcément très loin quand maintenant je compare avec ce qu'avait fait un Epitech. Mais d'abord, moi, je voulais rentrer à Epitech d'ailleurs. C'est dans l'histoire globale. On a oublié de préciser que j'aurais voulu rentrer à Epitech en 2005. Mes parents m'en ont empêché. Ah! Oui, mais après, je me suis un petit peu vengée. Et donc, professeur en sciences industrielles de l'ingénieur, il y avait beaucoup de rayons d'optique qui devaient se déplacer et faire un cheminement logique et déductible par calcul à travers des instruments. C'était difficile pour mes étudiants de rentrer chez eux, de ne plus avoir ma voix pour pouvoir se rappeler de comment ils avaient réussi à construire ce schéma où à la fin, il y a peut-être 50, 100 traits. Et donc, j'ai monté une chaîne YouTube en 2012. Aujourd'hui, ça serait très classique, mais en 2012, c'était pas évident. Et je me filmais tous les soirs, toutes les nuits, à refaire tous les schémas, à les coder aussi, pour qu'ils arrivent en animation. Et puis, il y avait des QR codes donc dans mes différents cours qu'on flashait. On arrivait sur la correction en vidéo, chaîne YouTube, etc. Et je me disais que ces QR codes étaient vraiment horriblement laids. Ça n'a rien allé dans ces documents. Donc, en fait, j'ai utilisé de la réalité augmentée pour que les étudiants avec une application puissent simplement survoler avec l'appareil photo mes cours et puis apparaissaient en superposition en réalité augmentée, moi en train de dessiner ces fameux rayons. Donc voilà, donc j'ai fait ça de 2012 à 2018. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai repris après un master en ingénierie pédagogique avec l'usage des nouvelles technologies. Donc là, je suis allée plus loin encore dans l'usage des nouvelles techno. Et puis, c'est comme ça que j'ai pu rentrer d'ailleurs à l'ISG en tant que directrice pédagogique, puisque j'avais été repérée pour ces compétences-là. Vous avez dit quelque chose qui m'intéresse, vous avez dit « mes parents m'en ont empêché d'aller à Epitech ». Vous savez pourquoi? Oui, j'aurais été une des premières femmes, entre la deuxième et la troisième femme à être diplômée d'Epitech si j'étais rentrée à Epitech. Ouais. Donc mes parents voyaient dans le monde de l'informatique un monde trop masculin. Pourtant, moi j'étais un bac S, donc aujourd'hui... option scientifique, en tout cas, maths, etc. Mathématiques, ouais. Spécialité maths, donc spé maths, et puis comment on appelle ça, une option mesure physique informatique. Donc moi j'étais vouée à faire des mathématiques et puis des mathématiques appliquées à l'informatique. Donc j'avais vraiment cette idée en tête. Mais mes parents, quand ils ont su que je voulais faire de l'informatique, m'ont dit non, c'est un monde trop masculin. Ils ont pris rendez-vous avec mes professeurs principaux qui eux ont dit non mais l'informatique, on est en 2005, c'est sûr, en 2010 il y aura plus de métiers dans la tech et dans l'informatique. Tout le monde sera au chômage. Ne laissez surtout pas votre fille aller dans cette voie-là. C'est fou.
C'est fou. Et vos parents donc avaient cette crainte en fait, c'est ça? C'était une Exactement. protection. Ils me voyaient dans la santé, ils me voyaient très très bien dans la santé. C'est pas d'ailleurs pour ça Oui, qu'après comme j'ai fini dans l'optique. beaucoup de femmes, oui. Et vous n'avez rien lâché. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez rien lâché, vous pensez? Alors, je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants, donc d'abord j'ai été éduquée, alors c'était bizarre d'ailleurs comme réaction de mes parents parce que j'ai toujours été éduquée, un peu comme un garçon manqué, l'aînée de la famille, celle qui va faire monter les meubles, celle qui va faire l'électricité le week-end avec son papa, tondre la pelouse, etc. Donc j'ai jamais été considérée comme une fille, je trouve, à la maison. Il y a vraiment que dans ce choix d'études que j'ai été mal aiguillée, voilà, à 18 ans, enfin 17 ans, je sais pas pourquoi. Par contre, comme j'ai toujours été cette aînée et que j'ai toujours été mise en responsabilité avec mes frères et sœurs, et que j'ai un père à qui il faut savoir dire non quand on n'est pas d'accord avec lui. Voilà, c'est ça, savoir négocier un petit peu. Mais en fait, ça apprend de la négociation et ça apprend à... Voilà, ça fait voilà. Et c'est des sœurs ou des frères que vous avez? Frères, sœurs, frères. Donc c'est vraiment le rôle d'aîné un peu quelque Exactement. part. Il y a le modèle, toujours ce rôle modèle aussi qui était important pour mes parents. Regardez votre grande sœur, continuez, faites comme elle. Donc beaucoup de pression aussi. Bon, je suis une personne sur laquelle la pression glisse assez, mais... Ce qu'il faut parfois dans certains types de postes. Exactement, exactement. Mais j'ai un haut niveau d'exigence avec moi-même. Laura, vous avez l'objectif d'atteindre 30% d'étudiantes. Exactement. 30%, les effectifs 30% de filles à Epitech d'ici 2030. Je me suis engagée dès ma prise de poste, eh bien, il y a pile un an, quand j'ai pris la direction de toute Epitech. Vous êtes à combien aujourd'hui et comment vous allez vous y prendre? C'est une très bonne question. Alors, la prise de poste, ça a été 9%. Nous sommes à 12%. Bien. Bon, 3% à un an. Ça passe par la représentation. D'abord, je suis bénévole, rôle modèle dans énormément d'associations. Elle bouge, STEM for All pour citer qu'elle. On a un système de bourse à Epitech. Donc, on a des partenaires comme Amazon et Article 1 qui financent chaque année 30 boursières. Donc voilà, pendant 5 ans, hein, c'est pas rien. On va diplômer la première promotion là, d'étudiantes boursières sortantes d'Amazon. C'est 150 jeunes filles qui ont pu profiter pendant 5 ans. Ah, super. Voilà, d'une bourse Amazon. On a un système de bourse interne aussi, grâce à la fondation Ionis, auquel appartient Epitech. Donc là aussi, on favorise la mixité. Alors ces bourses-là ne sont pas réservées Coffee. Les bourses Amazon ne sont réservées Coffee. Ça passe aussi par des coding camps. Alors ce sont des ateliers d'initiation qui sont ouverts du CM2 jusqu'à 99 ans. C'est vraiment très sympa. Il y a les grands-parents qui viennent avec les jeunes filles ou jeunes hommes, mais ils viennent ensemble pendant les vacances scolaires. Ouais. Ce matin, j'ai accueilli 37 jeunes filles dans un atelier de coding camp, donc un atelier de code, d'initiation à l'IA, l'impression 3D. Là, c'était un partenariat avec STEM for All, donc avec lesquels on travaille, et 35 jeunes filles. C'est le donner à voir. Nous, on essaye, on a une école de la data et de l'IA, vous connaissez, hein, oui, voilà. Et elle est paritaire, on y tient, et c'est pas simple. Non. Mais on ne lâche rien comme vous. Est-ce que vous pensez justement le fait d'être une femme, vous avez dit que vous étiez aussi un peu un rôle modèle, enfin d'aller prendre la parole, de montrer. Est-ce que vous pensez que le fait d'être une femme, ça change aussi votre manière d'appréhender les choses et d'aller plus sur ce sujet-là où il faut y aller de toutes les manières? Je le vois rien que dans la constitution du COPIL d'Epitech, ou du CODIR. Quand je suis arrivée, il y avait 2 femmes au CODIR d'Epitech. Aujourd'hui, c'est 70% de femmes. Alors, je ne suis pas allée les chercher. Je ne me suis pas dit, je veux recruter absolument des femmes. Je cherchais des compétences. Tant mieux, c'était des femmes. Maintenant, c'est sûr que Epitech étant dirigée, oui, majoritairement par des femmes, on a tout ensemble cette sensibilité-là et c'est plus facile collectivement d'aller chercher des actions. Je peux citer une autre action. On a accueilli 2000 stagiaires de seconde, le fameux stage de seconde qui existe depuis 2 ans sous l'impulsion de l'Éducation nationale. Et bien, c'est 2000 stagiaires de seconde qu'on a accueillis pendant 15 jours sur l'ensemble de 15 campus et on a accueilli là 30% de femmes. Oui, donc c'est très bien. Et vous êtes présente sur pas mal de pays, en fait, oui. Sur pas mal de continents même, on peut dire. Oui, en Europe, en Afrique. En Europe, en Afrique. Est-ce que vous constatez des différences selon les pays, selon... En Afrique, la place de la femme dans l'enseignement supérieur et notamment dans la tech, c'est signe d'émancipation. Donc c'est vrai qu'on voit beaucoup plus de femmes au Bénin et en Côte d'Ivoire pour les 2 campus qui s'y trouvent. Là, on est presque à 40% de femmes aujourd'hui. Après, ce sont des pays qui recherchent la tech pour la transformation digitale. Donc il y a une autre vision de la tech au service du business, de la transformation, du bien commun. Donc forcément, ça attire plus de filles. Après, dans les pays européens, donc on a 2 campus en Espagne, Barcelone et Madrid, Berlin et Bruxelles ensuite. Là, on a à peu près les mêmes statistiques qu'en France.
Donc la manière peut-être de raconter l'histoire attire différemment. Totalement. Mais c'est aussi comme ça Ouais. que j'ai. Donc, avant d'avoir l'entièreté d'Epitech, les 15 campus en France, les 6 à l'international, j'avais monté une spin-off d'Epitech, Epitech Digital School. Et là aussi, on partait de 9% de filles et je m'étais donné cette même ambition, mais alors pas à 5 ans, mais à 2 ans. Et je suis arrivée à 30% de filles en 2 ans, mais parce que c'était l'école pour la transformation digitale. Donc, c'était faire de la tech, mais pas que la tech soit une finalité en soi, mais on donnait bien du sens à ces études de la tech. Et donc, les jeunes filles s'y retrouvaient. Ça. Oui. Ouais, le sens, c'est Le intéressant, parce qu'on storytelling. retrouve beaucoup. Ouais, mais c'est vrai, donc c'est... En fait, je crois qu'il y a un test comme ça de mathématiques, vous devez le savoir, avec des petits garçons, des petites filles, hein, tout jeunes. Et aux petits garçons, ils leur disent, vous allez résoudre un problème de mathématiques. Et ils disent pareil aux petites filles, et il y a plus de réussite chez les petits garçons. Et ils font le même exercice, et ils disent aux petits garçons, aux petites filles, vous allez résoudre une énigme et dessiner à la fin quelque chose de géométrique qui amènera... Bref, ils racontent une histoire, une solution, et les petites filles réussissent mieux. Et c'est exactement le même exercice. On compte sur vous parce qu'il voilà. y a des enjeux. Alors c'est très intéressant ce que vous dites. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux jeunes femmes qui hésitent à rejoindre une filière informatique ou tech? D'abord, de ne pas se laisser... mon histoire personnelle montre qu'il ne faut pas se laisser dévier de son objectif. De tester, de venir faire des stages, de venir faire les coding camp et autres ateliers d'initiation. Ça, c'est important. Je sais que ce n'est pas facile quand on est jeune, mais essayer de trouver des mentors ou en tout cas des personnes qui peuvent nous parler de leur quotidien, même si ce n'est pas un stage, nous prendre en immersion une journée, ou ne serait-ce que nous raconter leur histoire et puis leur quotidien. C'est très, très important. Parce que moi, je me suis rendu compte d'une chose entre les jeunes filles et les garçons. Les jeunes garçons, on leur dit souvent « Quelle est ta passion ?» Et ils vont répondre l'aérospatiale, les voitures. Voilà. Ah super, continue ta passion parce que tu pourras y trouver un métier. Et donc, ils se posent pas assez tôt, pas très tôt, la question de l'orientation. Ils se disent juste super, j'adore les étoiles, un jour je partirai sur la Lune, mais alors est-ce que je serai astronaute, est-ce que je serai physicien, est-ce que je serai astrophysicien? Peu importe, ils se disent juste je vais aller jusqu'au bout de ma passion. Et la jeune fille, on lui pose la question directement, mais quel métier tu veux faire? C'est vrai. Voilà, très très rapidement. Et comme en plus il y a la pression sociale sur combien d'enfants tu veux, est-ce que tu vas te marier tôt, est-ce que tu dois partir de chez papa et maman, finalement tout ça cumulé, la jeune fille elle doit être dans une résolution de problème là, opérationnellement parlant. Est-ce que c'est assez complexe d'ailleurs? Oui, c'est sûr. Est-ce que les métiers que je vise, est-ce que les études que je vise vont me permettre d'assurer toutes ces étapes-là? Alors que le garçon, lui, on lui a juste dit vite ta passion. Voilà, donc aussi peut-être par rapport aux parents, d'arrêter, c'est difficile. Je suis moi-même parent et je suis tombée dans ce biais de genre. Tous. Mais de moins aiguiller sur la question du métier directement et de la pression sociale sur la jeune fille et plus se comporter comme on se comporte avec le jeune garçon sur la passion. Moi je me suis rendu compte cet été pour dire. Je suis en train de réfléchir là, effectivement, ce sont des choses que l'on fait sans même s'en rendre compte et qu'on fait même, nous on fait attention même au terme de recrutement, hein, même quand on recrute des femmes ou des hommes, parfois, même si c'est pas conscient, on pose pas exactement les mêmes questions. Et c'est un peu ce que vous dites, ça rejoint un peu ce que vous dites. C'est vrai que du coup, avec les femmes, on va tester si tout est bien aligné pour qu'elles puissent être à même de mener à bien ce poste, l'équilibre, etc., le stress, la gestion. Ce qu'on ne pose pas à un homme, parce qu'on se dit que de fait, voilà, ça marche. Voilà. Est-ce qu'on prend la bonne vision? Est-ce que vous avez une vision? Mais pas pour la femme. C'est vrai. Donc, il faut qu'on change ça. Il faut qu'on fasse attention à ça. Et pour vous, c'est dès quel âge, par exemple? Parce que... franchement, j'ai d'autres exemples. Parce que j'ai une petite fille qui a aujourd'hui 10 ans. Dès le CE2, j'ai eu des problèmes avec la maîtresse qui lui disait, si tu as fini tes exercices de maths, tu fais un coloriage. La même maîtresse qui, 2 ans avant, avait eu mon fils et qui lui disait... tu peux aller lancer l'informatique tout seul parce que je vois que tu es très à l'aise. Ah, voilà. Donc ma fille très vexée, elle dit je veux prendre rendez-vous tout de suite avec la maîtresse. Oui, tu es en CE2, on ne prend pas rendez-vous avec la maîtresse. Non, mais c'est bien, elle attire donc de sa maman. Et donc je ne savais absolument pas pourquoi j'allais voir la maîtresse parce que je me suis dit on va tester. Puis qui lui dit mais en fait moi je ne veux pas faire du coloriage, je voudrais faire des mathématiques, de l'informatique. Super. Et la maîtresse qui lui répond mais toi tu es une princesse. C'est pas vrai. Ton frère, c'est un passionné. C'est pas possible. Voilà. Si. Donc, il faut faire très attention extrêmement tôt. Je peux donner un autre exemple. J'avais donné des initiations de code. Alors, de code, c'est un grand mot. De robotique à des grandes sections de maternelle parce que ma maman est institutrice et donc elle m'avait demandé de venir animer ces petits ateliers. Donc, ça se passe très bien. Donc, les collègues de ma maman me disent si tu pouvais animer aussi. J'ai dit très bien, il faut juste 2 groupes parce que je peux pas animer 30 enfants en même temps. 2 groupes de 15, ça serait parfait. Je reviens la semaine prochaine. Et alors là,
3 fois de suite, on m'a fait le cours. La première maîtresse dit: «Allez les garçons, le premier groupe commence, à tous les petits passionnés de petites voiturettes, allez faire des robots». Je dis: «Mais Ouais. attendez, mais moi j'ai pas demandé de Ah bah, ouais, c'est ça. dissocier les filles et les garçons». «Ah bah oui, mais c'était les plus passionnés parce que». Je dis: «Mais quel est le rapport?» «Ah parce que vos petits robots ressemblent à des voitures». Je dis: «Mais vous vous rendez compte du message que vous avez Bien envoyé? sûr. Ils ont 5 ans. Vous avez dit: allez les garçons passionnés par les petites voiturettes et Bien sûr. l'informatique et Bien les sûr. jeunes filles». Oui. Et en fait, ça, on me l'a refait 3 fois. 3 fois Ouais, dans donc, 3 écoles différentes. ah oui. C'est très, très ancré, c'est vraiment très compliqué et tout ça est très inconscient en plus. C'est ce qu'on Complètement. essaye Ah de oui. faire, d'éveiller, de nous faire réfléchir. Vous voyez, là, vous nous faites réfléchir sur des choses qui ont l'air de rien, mais qui sont ancrées même pour toute la suite. C'est un sujet qui est... Même les profs, hein, des fois, font sans le vouloir C'est vrai. des Ouais, je vois, remarques. pour en revenir sur les robots qui sont maintenant très adaptés aux très jeunes, hein, Ouais. 3, 4 ans, il y a des premiers robots. C'est vrai qu'ils ont toute la forme d'une voiture. Et comme on doit déjà lutter contre les parents qui offrent, alors j'étais la première, hein, mais qui offrent des jouets genrés à leurs enfants, Bien sûr. bah, finalement le robot ayant une tête de voiturette est plutôt pour le garçon, alors qu'il n'y a pas encore de Barbie robotisée. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire à quand la Barbie. Peut-être Du coup, qu'il faut la- j'étais en train de penser justement à ça. Peut-être que ce serait un moyen de changer un peu les choses, mais on a encore du boulot. Est-ce qu'à un moment, vous avez douté ou il y a eu des moments où vous auriez pu vous dire... Peut-être dans le choix. Alors, je suis une éternelle apprenante, donc ça c'est un autre Ouais. conseil que je peux Ouais. donner, c'est de jamais arrêter d'apprendre. Ouais. Et alors c'est peut-être lié à un syndrome d'imposteur enfoui, je ne sais pas, mais j'ai besoin en plus de passer des diplômes. J'adore. Non seulement j'apprends, mais en plus je me réinscris en master. Le concours de l'éducation nationale, finalement c'est comme un master. Là en doctorat, enfin voilà, j'ai besoin de passer des certificats, etc. C'est vrai que quand j'ai passé mon master en ingénierie pédagogique, j'avais 2 conseils qu'on me donnait, 2 hommes. L'un me disait, il faut passer un MBA plutôt voilà, management, école de commerce. Et puis mon inspecteur qui me disait, non, non, avec tout ce que vous faites sur votre chaîne YouTube et tout ce que vous faites dans les cours, il faut ce master en ingénierie pédagogique. Ça a été le moment où j'ai douté et je me suis dit, il faut faire un choix parce que je ne peux pas faire les deux en même temps. Et bon, il y avait une histoire de temporalité. Mais sinon, à part ça, vraiment, j'ai pas eu de moment de doute. À 29 ans, donc j'ai ce fameux master en ingénierie pédagogique et puis l'IAG m'appelle pour me proposer ce poste. Et moi, je me voyais directrice pédagogique, mais je me voyais à 40 ans, parce qu'en fait, les chefs de travaux, travaux dans l'éducation nationale, ils ont plutôt 40 ans. Des normes. C'est ça. Donc j'appelle mon mari. Alors, mon mari très présent, ça c'est aussi un autre conseil, avoir un mari. Bien choisir le mari. Voilà, bien choisir le mari. Et donc je l'appelle et je dis, on me propose un poste. Alors je ne l'attendais pas du tout, celui-ci. Et je dis, attends, 29 ans, j'ai 2 enfants en bas âge, hein, ils avaient 3 et 4 ans. Et il me dit, mais attends, tu peux pas renoncer, en fait, tu n'as pas le choix, c'est pas grave, la famille, on va s'arranger, on va s'organiser, ça ne doit pas être un problème. Donc c'est vrai que ça c'est... Ouais, mais merci pour ce témoignage. On entend souvent ça, donc c'est intéressant ce que vous dites. Ouais. Et là, alors j'ai pas douté longtemps parce qu'en fait, à partir du moment où mon mari m'a dit je serai là pour toi et on va avancer ensemble et si c'est aujourd'hui toi qui as besoin d'un coup de pouce organisationnel à la maison, demain ça sera moi et puis c'est pas grave. Mais oui. En équipe. Et libérée de cette charge mentale peut-être dont on parle. Alors moi je suis très libérée de la charge mentale par contre, je fais absolument aucune tâche ménagère. Voilà, plus je gravis les échelons, voilà, et plus je lui dis non mais on peut se permettre maintenant une femme de ménage, on peut. Et c'est vrai que ça me libère beaucoup. Ça peut créer des tensions puisque je ne sais pas m'approcher d'une machine à laver, c'est vrai, mais par contre, voilà, c'est du temps aussi que je peux. Mais c'est bien, on entend souvent des messieurs dire qu'ils ne savent pas utiliser des machines à mais laver, mais les femmes non totalement. plus finalement, donc c'est pas plus mal. Presque un célibataire, un homme célibataire à la maison. Est-ce que vous avez un rôle modèle, vous, Laura? Je pose souvent cette question. Alors j'en ai plein. Elisabeth Moreno qui pousse les portes. Je vais la citer. Voilà, c'est ce côté un peu politique aussi. Alors je ne sais pas si un jour je finirai en politique, mais c'est quelque chose qui peut vous... Oui, parce que j'ai cette volonté de changer les choses et je sais que jusqu'à maintenant, quand j'arrive quelque part, je change rapidement les choses et que j'arrive à avoir l'adhésion, une vision. Donc c'est vrai que si un jour j'avais cette vision pour les politiques, ça serait une direction que je pourrais prendre. Un appel qui est fait. Peut-être, c'est ça, peut-être. Et alors c'est intéressant parce que vous avez vraiment de l'assertivité, vous êtes sûr, vous défoncez les portes, j'ai envie de dire. Et en même temps, je vous ai entendu plusieurs fois parler du syndrome de l'imposteur.
malgré tout. Oui, je pense qu'on l'a toutes, malgré tout. Alors je ne sais pas s'il est absent chez les hommes, j'essaye, hein, Ouais. j'interroge et il l'appelle peut-être pas comme ça. Peut-être, peut-être. En tout cas, quand on en parle avec des hommes, j'ai pas de répondant. Le syndrome de l'imposteur, c'est plus lié au regard qu'on peut avoir sur nous, parce qu'il y a alors moi, il y a des hommes qui veulent ma place et donc forcément, ils peuvent me dire: «Mais pourquoi?» enfin, ils me disent ouvertement: «Mais pourquoi comment tu es arrivé à ce poste-là?» Ça amène forcément à se poser des questions de: «Est-ce que je suis la bonne personne à la bonne place?» Après, je me dis qu'entre hommes, ils se poseraient totalement, la même La même question. question Donc peut-être, en fait, ouais. je m'offusque pas. Syndrome de l'imposteur peut-être aussi parce que quand j'ai pris le poste à Epitech en tant que directeur général, donc l'année dernière, donc j'ai appelé mon père et je lui ai dit: «Bon, bah, voilà, tu m'as empêché de faire Epitech il y a 20 ans, Finalement, je vais je suis là-haut. rentrée par la C'est petite ça. porte de la direction générale» et il m'a répondu: «Bah, je ne sais toujours pas ce que tu trouves à cette école, enfin, Oui. ouais, ces études» et en fait, je me suis dit: «Mais est-ce que c'est mon père qui a raison? Est-ce que je suis vraiment à ma place?» Vous êtes tiraillés entre Exactement, les... finalement, Ouais. où est ma place? Et puis en fait, c'est pas quelque chose que je me pose réellement Ouais. comme question après. Donc oui, je vais avoir peut-être des moments de doute, mais ma vie, je la vis tellement aussi à 100% que Bien sûr, et j'ai puis pas le vous temps. avez des résultats, vous n'avez pas besoin J'essaye, de... voilà. Mais c'est vrai que ce que vous dites, je le retrouve beaucoup, même chez des femmes dirigeantes, très souvent, malgré les parcours incroyables qu'elles ont réalisés. Il y a ce doute, quoi, enfin Alors, on ce se pose truc. toujours la question, est-ce qu'il y a mieux que moi? Parce que je pense que comme on cherche aussi nos rôles modèles à nous, est-ce que mon rôle modèle aurait été meilleur que moi? Est-ce qu'il y a pas, si demain c'est plus moi ce poste-là, qui peut prendre ma place? Est-ce qu'il y a meilleur que moi? Je pense que c'est des questions qu'on se pose toutes et tous. Honnêtement, je n'ai pas beaucoup le syndrome de l'imposteur, Ouais. mais, Mais on l'a quand même mais dans toujours, les malgré discussions, tout, un peu. puis je C'est participe les à, autres qui le renvoient, voilà, en fait. C'est plutôt exactement, je ça. C'est les participe autres à qui le renvoient ça. beaucoup d'émissions ou d'interviews et toujours un journaliste pour me dire: «Et donc le syndrome de l'imposteur?» Et donc forcément, je suis obligée de me poser la question, mais je pense que... Oui, on pose pas les mêmes questions. Et moi d'ailleurs, en tant que femme DG d'Epitech, beaucoup d'interviews de la presse passent sur la place des femmes dans la tech. Alors c'est très bien, mais je ne suis pas que investie Oui. sur la place des femmes dans la tech, et c'est vrai que ça prend toujours, enfin pas toujours, souvent cette direction. Sur la maternité, comment on gère les enfants, etc., etc. Alors Peut-être plus, non? non, Que pour même des pas, hommes, mais même moi pas. je préférais, je suis pour l'inclusion de toutes et de tous dans les territoires. Et c'est vrai que ce focus sur les femmes, alors il est important, et vraiment, je veux être rôle modèle et porter la voix et faire en sorte que beaucoup de femmes me suivent derrière. Mais par contre, je me bats tout autant pour les profils éloignés de l'emploi qui, grâce au numérique, peuvent voilà, retrouver une belle carrière et puis se reformer. Donc la reconversion, les territoires aussi. Bon, Epitech, en plus, j'ai la chance de diriger des écoles, des campus qui sont dans tous les territoires. À Moulins, par exemple, et on est très très fiers de ce qu'on fait à Moulins parce qu'on redynamise l'Allier. Finalement, on a des conventions de partenariat très fortes avec l'Allier, et ça touche pas que les femmes. Ouais, c'est en ça que des fois c'est Laura Hassan, la DG des femmes dans la tech, et je leur dis non, Oui, vous êtes c'est plus large. DG et puis c'est tout. Exactement. Bien sûr. Et Laura, est-ce que vous avez vu qu'il y a une ministre en Albanie qui a été nommée, mais qui a été en fait une ministre Une IA. Oui. Exactement. Et du coup, est-ce que vous pensez, quel est votre avis, le fait d'avoir une femme et finalement qui est de l'IA et qui n'est pas une vraie femme, j'ai envie de dire? Alors sur le choix de la femme, je pense que c'était vraiment une question d'adoption, voilà, adoucir un petit peu le test, parce que c'est vrai que bon, il faut féminiser, c'est en féminisant qu'on permet d'adoucir les traits de caractère, et donc sans doute ils ont cherché à lui donner des traits de caractère les plus doux possibles, qui allaient moins bousculer les codes, quoi qu'on voit bien que les femmes, quand elles sont eh bien dirigeantes, bousculent beaucoup plus rapidement que les hommes et ont moins de résistance au changement. Alors une IA voilà, féminine, c'était un choix assumé. Et est-ce que c'est pas aussi, enfin, je sais qu'il y a des chercheurs qui réfléchissent et qui disent finalement, est-ce que la femme ministre idéale n'est pas une femme à qui on fait dire ce qu'on souhaite? Est-ce qu'elle est contrôlée? Est-ce qu'elle est contrôlée? Oui. Alors, si c'est une femme qu'on a tenté de contrôler, je suis déjà moins d'accord avec l'idée. Oui, alors on lui fait dire ce qu'on veut, effectivement. Après, il ne faut pas oublier que toutes les IA ont été entraînées par des hommes, donc elle a quand même des biais elle-même masculins. L'avenir le dira, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas répéter ses biais. J'ai pas forcément d'avis sur la question, et je pense que c'est le long terme qui va nous montrer ce qu'elle est capable de faire. Par contre, si ça peut réguler le marché public. Oui, en tout cas, on voit qu'il y a encore ces stéréotypes de la femme qui renvoie une image Oui, peut-être de quelque chose de rassurance. rassurant.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter, Laura? Écoutez, d'abord que toutes les femmes voilà, veillent à ne pas tomber dans ce fameux syndrome de l'imposteur. Peut-être aux maîtresses, aux maîtres d'école qui veillent très très tôt à ne pas créer ces biais de genre, à ne pas créer de différence. Une jeune fille n'est pas faite que pour écrire, parce que ça aussi on l'entend souvent. Non mais toi c'est pas grave si tu n'as pas tout compris, tu n'as pas toute la logique, tu écris bien et tu feras une femme de lettres. C'est très bien, il faut des femmes de lettres. Mais c'est pas parce qu'on écrit bien qu'on n'a pas une logique qui nous permette de faire du code. Je le disais il y a pas longtemps, les jeunes gens qui font du latin, du grec, ils ont une structure, une logique qui est très particulière dans les fonctions grammaticales, qui va s'apparenter à ce qu'ils vont pouvoir faire dans le code, en fait, dans la logique du code. On a un test de logique pour rentrer à Epitech, et finalement, qu'on vienne d'un bac plutôt scientifique ou d'un bac littéraire, c'est la logique qui compte et comment on imbrique les propositions. Donc voilà, pas se dire j'ai été orientée vers des études littéraires et finalement je peux pas viser la tech, ou inversement je suis dans un carcan très scientifique, biologiste. En fait, le monde de demain, c'est la tech, c'est l'informatique, et donc il faut aller jusqu'au bout de son rêve et se dire que c'est des belles carrières, avec de l'émancipation aussi pour les femmes, puisque qui dit belle carrière dit beau salaire, des métiers qui sont compatibles avec le télétravail, avec une vie de famille, quoi qu'on en dise. L'informatique, la tech, c'est plus le geek dans sa caverne avec, enfin ça l'a peut-être jamais été. En tout cas, l'image qu'on pouvait en avoir. Voilà, l'image qu'on peut en avoir à cause des séries télé et autres. C'est pas le geek qui mange la pizza au fond de sa cave. Donc voilà, les femmes, on a besoin de vous. Donc s'il vous plaît, c'est un appel aux femmes. Rejoignez la tech, rejoignez l'IA, la cybersécurité, la data, l'ingénierie logicielle, le jeu vidéo. Bref, il y en a vraiment pour tout. Ouais. Et puis après, vous serez embauchés à la Poste, parce que nous, on en cherche, donc c'est très bien. Exactement. Vous allez les former et nous, on va les embaucher. Avec plaisir, on vous les envoie. Merci beaucoup, Laura. C'est moi. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'À part égale. Merci, Laura. Merci beaucoup. Avec plaisir. À très vite.